Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je ne suis pas seul puisque j'ai invité sur ma chaîne l'ami Cinémention de Banzai, ex-Cinoche de Banzai. Comment vas-tu, cher ami? Eh ben, ça va très bien, j'espère que vous allez bien. Vous, franchement, c'est une première, ça me Bah fait oui. extrêmement plaisir d'être là avec toi, que nous voit ce mélange à travers cette vidéo. Ça fait un peu bizarre de dire comme ça, mais franchement, c'est un bonheur de participer à une vidéo avec toi, mon cher ami. Bah, le bonheur partagé. En plus, on va parler d'un film sorti en 2017 à la fin de l'année. D'ailleurs, je l'avais complètement loupé au cinéma. C'est A Beautiful Day, le titre français, parce qu'en VO, c'est You Were Never Really Here, réalisé par Lynn Ramsay, qui est une écossaise, quatrième long métrage, et avec, alors, acteur principal, hein, le Joaquin Phoenix, avant Joker, hein, attention, voilà, qui nous livre une prestation assez unique là encore, et d'autres acteurs, tiens, on va citer Alessandro Nivola, qui est là, qui avait joué dans Jurassic Park 3, figure-toi, qui joue le gouverneur, là, Williams, qu'on voit vite fait, voilà, pas beaucoup. Sinon, d'autres acteurs pas très connus, on va citer quand même Ekaterina Samsonov, qui joue la jeune Nina, voilà, on dit pas trop quel est son rôle pour l'instant. Alors, ce film est une sorte de thriller psychologique assez sombre, froid, glacial et glauque, qui raconte l'histoire de Joe, qui est un ancien militaire, ancien membre du FBI, qui est devenu plus ou moins tueur à gages, on sait pas trop, hein. Et à un moment, il est engagé pour retrouver une fille qui a été kidnappée, la fille d'un sénateur, et alors qu'il réussit ou pas, on sait pas trop sa mission, il va être confronté à une violence. On ne sait pas trop si c'est la mafia, c'est très vague, le film est volontairement mystérieux là-dessus, mais c'est un vrai film dépressif dans un sens. Et qu'en as-tu pensé, mon cher ami, du coup, de ce Eh ben, franchement, c'est l'un de mes films préférés avec Joaquin Phoenix. Franchement, ce film est une noirceur, mais ce film aussi, c'est un film assez implicite. C'est pas l'histoire qui te raconte, c'est l'image qui te raconte. Oui. Et franchement, si tu connais bien un peu les codes de tout ce qui est les plans et tout comme ça, et si tu regardes bien l'image, si t'es à fond dedans, tu essaies de comprendre petit à petit l'histoire, même si tu ne comprends pas pleinement tous les détails, mais tu comprends un peu le fond de ce film, qui est très intéressant. Et en plus, je ne sais pas si tu le sais, Monsieur Joaquin Phoenix a eu le prix de l'interprétation au Festival de Cannes 2017 pour ce film. Oui. Il a une super prestation, en plus un rôle dont il est presque silencieux comparé à d'autres films, il est très bavard et très bavard. Voilà. Oui, alors c'est d'ailleurs une transformation physique, je crois qu'il a gagné du poids aussi pour ce rôle, parce qu'il est assez en chair. Et c'est un film, tu l'as dit, c'est marrant parce que il y a une histoire derrière, mais comme je l'ai dit dans le synopsis, c'est très vague. C'est pas un film qui va se baser sur son scénario ou sur l'action. C'est très calme et froid à la fois. Il y a une violence qui va au-delà des mots, qui est pas forcément dans le gore, d'ailleurs, une violence psychologique, à travers ce personnage principal qui est clairement dépressif, hein, suicidaire, on le voit plusieurs fois à la limite de se donner la mort. Et on comprend pourquoi, alors on comprend sans comprendre, c'est particulier, parce que le film il va jamais t'ouvrir des portes précises sur le passé du personnage, comme il va jamais trop essayer de révéler l'intrigue non plus. Il y a une frustration globale d'ailleurs dans son déroulement, qui est à l'image de la frustration de son personnage. On voit donc qu'il a été vaguement soldat, vaguement FBI, sa jeunesse aussi, on le voit enfant, où visiblement ça allait pas fort, mais on ne sait pas. Il y a un contexte qui est juste balancé comme ça sans trop savoir. La seule chose qu'on sait de son présent, c'est qu'il vit avec sa vieille mère, qui semble un petit peu fatiguée, on va dire comme ça, et il l'aime, mais c'est fou d'ailleurs, la juxtaposition donc, de son rôle à côté de tueur ou pas, c'est bizarre, hein. Et en même temps, sorte de fils aimant, il aime les chats aussi. C'est très spécial, et oui, il y a beaucoup de silence dans ce film. Beaucoup de silence. Ça parle de destin brisé, aussi ça parle, je pense, de l'importance du passé, comment le passé peut affecter une personne sur son futur. Et c'est aussi la violence, comme tu le disais, je trouve qu'elle est filmée autrement que dans d'autres films de ce style-là. Beaucoup de gens, je sais que sur les titres, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ce film comme une sorte de Taxi Driver mélangé à Drive. Et ben franchement, ils avaient raison. Je trouve qu'il y a vraiment ce style. Dans le style, oui. Alors le côté, c'est vrai qu'il a été vendu comme le nouveau Taxi Driver, ce qui est un peu maladroit. Bon, on comprend un homme qui est brisé par son passé et une jeune fille, relation pas entre les deux. C'est vrai que ça rappelle Taxi Driver. Mais il y a d'autres choses aussi. Drive un peu, oui, on voit l'idée. Avec le marteau.
Ah oui. On fait une petite référence à notre cher Claude François National, si j'avais un marteau. C'est vrai qu'il y a une histoire de petit marteau dans l'histoire. Enfin, Si j'avais un marteau. et ce qui est drôle, c'est que le personnage, il est un peu marteau aussi. Donc ça va. Ah oui. Mais c'est... Beaucoup chez Joaquin Phoenix. Hein. Ah, mais alors, Joaquin Phoenix, c'est extraordinaire. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Tu vois, c'est marrant parce que je suis frustré comme le film veut que je le sois. C'est drôle, hein? C'est vrai, la première fois quand tu le vois, moi je l'ai vu 2 fois, franchement. La première fois, en plus, c'est un film court, franchement, parce que moi, j'ai l'habitude de voir des films un peu plus longs qui durent 2 heures, 2 heures et demie. Là, c'est un film vraiment qui dure 1h20, 1h30. Ouais. Et franchement, le rythme, il est très rapide, mais en fait, tu vois pas le film passer, mais tu sens la lenteur, je sais pas comment te dire, mais c'est un film lent, mais en même temps rapide sur la durée. C'est vrai. Parce que t'es un peu dans l'immersion dans ce monde ténébreux de destin brisé, de ce monde, je sais pas, peut-être parle de l'Amérique, peut-être post-2001, je sais pas, un monde comme ça où les gens, après un parcours peut-être militaire, un parcours au FBI, un parcours où ils ont dû se battre pour leur nation, pour la sécurité, et ben ils arrivent plus à ressortir et ils sont traumatisés par peut-être ces guerres ou ces missions qu'ils ont dû faire. C'est vraiment un homme brisé. Et je pense que le personnage de Joaquin Phoenix se voit beaucoup chez le personnage de la jeune fille. Je sais plus comment, Nina, je crois que c'est ça. Oui, c'est Nina, ouais. Je trouve qu'ils ont des destins assez... Au début, on pense que c'est parallèle, mais à la fin, c'est bien perpendiculaire. Voilà. C'est très intéressant. C'est ça l'intérêt du film, c'est que tu l'as dit, l'Amérique brisée, ou des destins brisés de l'Amérique, on voit donc un ancien soldat et tout, mais il y a la fille d'un sénateur, c'est ça, qui a tout pour être heureuse, mais en fait, on voit que déjà, il lui arrive quelque chose de pas top, puisqu'elle est kidnappée pour des réseaux de prostitution et tout, il y a une scène. C'est ça, et en plus, le sénateur, je pense pas qu'il a ses mains trop propres, il sait pas trop laver les mains en se temps de coronavirus. Non. En ce moment, vu ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement, il n'y a pas que le coronavirus. Oui, comme là, avec les affaires qu'on vient juste de voir aujourd'hui, mais nous n'avons pas divulgué des fake news, peut-être que c'est faux. Voilà, mais bon, enfin, il se passe beaucoup d'affaires comme ça en ce moment sur tout ce qui est pédophilie. C'est un thème qui est fort, encore malheureusement présent dans notre société, très caché, comme ce film. C'est un film très caché, très sombre. On voit très bien même une scène où Joaquin Phoenix est dans une voiture. On voit très bien dans la bande-annonce. C'est très noir et très ténébreux. On ne voit même pas le personnage. Dans ce film, franchement, il y a beaucoup une sorte de noirceur filmée. Joaquin Phoenix, on ne voit qu'une ombre. C'est qu'une ombre, en fait. C'est ça. C'est l'ombre de l'Amérique. C'est l'ombre de l'Amérique. Il traverse le film tel un zombie, quelqu'un qui a été déshumanisé par son destin. Et quand on voit la fille du sénateur qui, même avant le kidnapping, on sent quand même qu'il y a quelque chose en elle de bizarre. C'est ça. C'est un regard très noir sur l'Amérique. Alors en plus, c'est réalisé par une Écossaise. Donc là, je ne sais pas si les Américains ont apprécié l'idée, parce que voilà. C'est par une femme aussi, ça qui est bien. Ah mais alors ça c'est génial parce que quand tu vois un film comme ça, c'est vraiment bien de voir qu'il y a une femme derrière, parce que il y a souvent le cliché des réalisatrices qui vont faire des comédies romantiques et tout, mais on a eu des exemples, il y a eu Catherine Bigelow avec Détroit ou des films bien tranchés comme ça, donc comme les sœurs, je sais plus comment ça s'appelle, Wachowski. Oui, les sœurs Wachowski aussi, tout à fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que là on a vraiment, c'est un film qui va contrer tous les codes, et c'est pour ça que tu ressors frustré. Moi je ressors frustré, mais c'est ce que le film veut, frustré, et il est très noir ce film. On va pas trop révéler encore l'intrigue, mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Donc il y a le montage qui est très saccadé volontairement aussi. Alors les flashbacks, mais on les voit quoi, 10 secondes par 10 secondes 10 secondes, mais ils sont forts comme eux, et dès les 10 secondes tu t'aperçois, tu sais à peu près de quoi ça va parler quand même. Une sorte d'enfermement de la personne, et aussi de voir que le personnage de Joaquin Phoenix, il n'a pas eu un bonheur tout radieux, c'est pas un peu comme espèce de Punisher où il a eu peut-être un passé plus radieux avec sa famille, un truc comme ça. Non, lui, le malheur, c'est arrivé dès sa naissance, dès son enfance. Et ce qui est génial dans les flashbacks, c'est que d'habitude dans ce genre de film, t'as des flashbacks qui sont pompeux, qui vont durer des minutes. Non, là c'est que des flashs, c'est des flashs. C'est ça, c'est silencieux aussi, mais on comprend bien. Ouais, et on comprend pourquoi il aime autant sa mère aussi. Et alors, il y a un autre truc qui est génial dans le film, à ce niveau-là, c'est la musique et le mixage du son. Musique composée, figure-toi, la musique composée par Johnny Greenwood, qui est le guitariste-compositeur de Radiohead et qui avait fait déjà des musiques de films avant. Je crois qu'il a fait beaucoup de films de Paul Thomas Anderson, si je ne me trompe pas. Ouais, on voit l'ambiance d'ailleurs. Et c'est vrai, la musique en plus elle te fait immerger dans cet univers noir et dans aussi, je pense qu'il y a un peu de la mélancolie, je crois parfois un peu avec cette musique dans une certaine scène que je ne vais pas révéler, où aussi on voit très bien que le personnage a envie
parfois même d'en finir avec lui-même. Ah oui, parce que totalement dépressif. C'est fait d'une beauté, hein, la photographie comme la musique. Oui. Un alliage très intéressant et très, très magnifique à voir, franchement. Et c'est marrant parce que la musique, à un moment, il prend des violons, et à un moment, il parle de psychose à sa mère, donc c'est très drôle parce qu'il y a un lien. Et puis alors, il y a aussi la musique qu'on appelle intradiégétique, c'est-à-dire la musique qu'on entend à la radio et tout, qui est de la musique à la fois tout le temps plutôt drôle et positive, qui vient contraster d'ailleurs avec l'ensemble. Et à un moment, tu as même le personnage de Joaquin Phoenix qui est allongé à côté d'un homme en train de mourir, et ils vont chanter ensemble. C'est improbable. C'est l'Amérique des improbabilités, en fait, ce film. Et il n'y a rien qui est classique dans ce film. C'est même, par exemple, à un moment, tu as le personnage de Joe qui va aller dans un bordel tuer des agents de la sécurité et tout. Et c'est filmé par des caméras de surveillance avec un fond de musique calme. C'est ça, c'est cette façon de filmer qui est assez différente que celle d'habitude. Ouais. Et alors, franchement, une façon de filmer très... je trouve que c'est très joli, c'est... bien pensé, le caméra de surveillance, ça montre bien la violence, mais ça ne montre pas comme une boucherie. Ah non. T'as juste une vue comme de spectateur que tu vois ce qu'il va faire. C'est un peu la caméra de surveillance, tu vois ce que va faire le personnage, et je trouve que c'est une belle manière de filmer, même là comme la scène que tu disais avec le personnage du FBI ou je sais pas quoi qui est en train de mourir devant ses yeux et qui sont en train de chanter. Je trouve que c'est filmé d'une très belle manière. Et d'ailleurs, c'est fou, c'est que... Très belle mise en scène. C'est ça, et la violence, c'est souvent les conséquences de la violence. Les conséquences de la violence sur la vie de Joe, mais aussi, il y a plein de petits meurtres ou autres dans le film, et on voit souvent, pas l'acte en lui-même, mais l'après. C'est ça qui est assez fort aussi. Je sais pas si tu as remarqué, c'est qu'on voit souvent, ah tiens, il y a eu quelque chose, où on voit pas, où on voit après le cadavre et tout, donc c'est bizarre. C'est pas une violence graphique, c'est vraiment une violence dans le cerveau avec le personnage qui on voit est à l'agonie, quoi. Et on espère un moment on espère une once d'espoir pour lui, mais y en a-t-il une? Alors là, on va ouvrir la zone spoiler, parce que bon voilà, hein, parce que l'espoir, on pourrait croire qu'il est en Nina, la jeune fille qui a été enlevée. Et j'ai envie de dire oui et non, parce que quand il va la sauver, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il va quand même trouver un moment, il a envie d'en finir, sa mère a été tuée. Horrible ça d'ailleurs, et donc on sent qu'il voudrait en finir, mais il se rappelle qu'il a une mission quand même, c'est sauver Nina, et on pourrait sentir un lien entre les deux. Et quand il va la sauver, ben non, elle s'est sauvée toute seule, elle a tué le politicien. C'est-à-dire qu'il sert techniquement strictement à rien, d'ailleurs il pleure à ce moment-là. Pleure-t-il parce qu'il est inutile, ou pleure-t-il parce que Nina a sombré peut-être dans cette folie qu'il a vécue, à tuer des gens? Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que en fait, lui, il a vécu à peu près la même chose que Nina. En fait. Oui. Je pense qu'en fait, il a eu une histoire comme ça qui a peut-être dû tuer quelqu'un de sa famille, peut-être un père violent, comme on a pu voir peut-être dans les flashbacks, si je m'en souviens bien. C'est possible. Voilà. Franchement, lui, il a subi une enfance et il reconnaît son enfance dans cet enfant, en fait. Et dès qu'il la voit tuer quelqu'un, en fait, c'est un peu la fin de cette innocence, enfance de Nina. Oui. Et il se rend compte que cette fille va être un peu comme lui, découvrir un peu la face cachée du monde, que le monde n'est pas un monde fait de bisounours et je sais pas, de bonbons et de chocolat. Non, c'est un monde parfois difficile et cruel, surtout où elle est partie et d'où elle vient. Elle devra faire face à plein de dangers et plein de conséquences qui pourraient l'assombrir. Et Joaquin Phoenix se sent un peu tuteur de cette fille. Il se reconnaît en elle et donc se sent tuteur. Et d'ailleurs c'est fou parce qu'après il y a cette scène, bon, ils vont au restaurant, c'est la dernière scène du film. Ah oui, il est à l'agonie, il pleure. Il pleure, Joaquin Phoenix, mais alors, tu vois, c'est naturel, il a toujours été dans le naturel de la folie de ses rôles. Il pleure et bam, il se tire une balle. Sauf que non. J'avais la bouche ouverte quand j'ai vu ça, j'étais bon. Et c'est limite, j'aurais peut-être préféré que le film s'arrête là-dessus, mais non, en fait, il a rêvé son suicide, et quand Nina revient, il a envie de se redonner une chance, il y a une once d'espoir à la fin, et c'est là que Nina lui dit le titre du film, « Ah, it's a beautiful day ». Et peut-être ouverture sur une potentielle nouvelle vie. C'est limite trop happy end, du coup. Je sais pas, moi je pense que ce serait une sorte de suicide interne chez le personnage. Moi j'ai plutôt vu ça comme ça. Oui, mais bon, quand Nina lui dit c'est un bon jour, c'est une belle journée, est-ce qu'il va vraiment... On sait pas, hein, parce que le film s'arrête. C'est bien ouvert. Hein. Mais alors c'est terrible, hein. Peut-être, oui, la possibilité, les deux maintenant sont brisés, peut-être qu'en étant ensemble, ils vont réussir à briser le signe indien, du coup. Bonne question.
qu'est-ce qu'ils vont faire après? On peut imaginer ce qu'on veut, hein, parce qu'il va devoir la ramener chez son père, j'imagine, hein, quand même. Qu'est-ce qui va devenir derrière? Bonne question. Mais il a peut-être réussi quelque chose, c'est là où il va avoir cet espoir, il voit que Nina a l'air finalement positive derrière, et que c'est un peu grâce à lui, parce qu'elle n'a pas vécu ça seule. Et peut-être que ça va lui suffire, mais bon, est-ce qu'il va survivre derrière? Ça, on ne le saura jamais. C'est un film très sombre. Franchement, l'une de mes scènes préférées, c'est la scène du lac, avec qui dépose sa mère avec la magnifique BO. Ouais. Franchement, et une scène où on voit encore ce côté de personnage qui a envie d'en finir. Oui. Et que, je sais pas, il y a une sorte, je crois qu'il y a une lumière qui arrive d'un coup dans ce lac qui fait ressurgir. C'est un moment très silencieux, mais très triste, qui veut dire beaucoup de choses. Et je trouve que ce film montre l'importance que parfois certains films ne font plus, c'est de ne pas dire, c'est de montrer. Mais c'est ça, mais on peut imaginer ce qu'on veut, et puis quand il veut, donc quand il immerge sa mère avec des lestes et tout, lui aussi il a des cailloux dans la poche, il veut mourir avec elle, mais en fait c'est l'illusion, il imagine voir Nina, donc la jeune fille, dans le lac et tout, et il se rappelle qu'il a quelque chose encore, il a une mission à effectuer, c'est la sauver. C'est peut-être ça qui le sauve. En fait, Nina l'a sauvé. Et lui, il veut sauver Nina, mais peut-être qu'en ne la sauvant pas, il l'a sauvé quand même en étant là. C'est peut-être ça le message du film, mais c'est vrai que c'est très dans le ressenti. Notre réalisatrice, donc Lynn Ramsay, n'a jamais voulu donner de réponse claire. C'est à nous de les ressentir, les réponses. C'est un film sur le ressenti, de toute façon. Et il nous fait beaucoup ressentir des sensations fortes. Franchement, c'est un film... J'ai dû le voir 2 fois. Franchement, la première fois, j'ai été estomaqué. Oui. On est en même temps en admiration et en même temps peut-être en dégoût, mais je sais pas, c'est beaucoup de sentiments contradictoires devant ce film. Oui, c'est vrai. Ben tiens, on va sortir de la zone spoiler. On revient pour ceux qui n'ont pas vu le métrage. Courez aller le voir, du coup. Et on va faire notre petite conclusion. Alors, une conclusion qui n'en sera jamais une, parce que toi, tu me l'as dit, là, tu l'as vu 2 fois. Moi, je l'ai vu qu'une fois. Ça mérite un revisionnage, clairement. Mais ça fait partie de ces films qu'il faut revoir. Surtout une seconde fois, qui permet une autre vision. Le niveau de lecture, et c'est très important. J'admire beaucoup ces films-là où rien ne nous est trop dit, et qu'on doit laisser place à notre imagination, ce qui me fait penser à la histoire fabrique que vient de découvrir David Lynch. Oui, David Lynch, c'est ça. C'est pas le même style que David Lynch. C'est pas le même style, mais un peu, c'est la personne, c'est le spectateur qui doit pas choisir, mais essayer de deviner ce que veut montrer cette œuvre. Ouais, c'est vrai. Et du coup, alors, est-ce que si tu devrais... Je sais pas si tu donnes des notes d'habitude. J'aime pas trop mettre des notes, mais comme maintenant je fais un peu de critique sur papier, j'essaye de mettre des notes. Ouais. Je sais pas, c'est très objectif, un peu approximatif. Je donnerais un bon 8,5, je pense. 8,5 sur 10, Je suis assez gentil souvent avec les films. J'ai jamais cassé un film. Je pense à un bon 8,5, je pense que c'est l'un de mes films préférés avec Joaquin Phoenix. Ouais. Pour pas dire le. Parce que, je sais pas, ce film, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est cette mise en scène. J'ai été estomaqué et bouche bée par plusieurs aspects de ce film. Mais Joaquin Phoenix, c'est vrai qu'il a eu des rôles de folie. Là, pour James Gray, on a fait plein aussi. Il y a un petit côté, il y a un rôle à la James Gray là aussi, mais c'est encore différent, quoi. Puis quand on voit qu'il a fait Joker l'année dernière aussi, il aime ces rôles de personnages détruits ou qui sont... voilà. C'est d'ailleurs quelqu'un qui est très très ancré dans sa personnalité. C'est pas forcément facile pour lui tous les jours, un peu à l'image d'un Jim Carrey ou d'un Robin Williams, quelque part. Il a été détruit aussi dans sa vraie vie. Franchement, une drôle d'enfance qu'il a subi, la mort de son frère River Phoenix, qui était l'étoile montante du cinéma. C'est vrai qu'il a subi beaucoup de choses. Et malheureusement ou heureusement, ça lui a permis d'avoir peut-être ce talent d'interpréter supérieur, l'un des meilleurs de sa génération pour moi. Ouais. Puis là, il va bien maintenant, il va avoir un enfant, je sais, voilà. Un enfant, félicitations avec la fabuleuse actrice Rooney Mara. Yes. Beaucoup, ça va faire un bon enfant acteur, ça, si tout va bien. Oui. Et moi, je vais, alors, pour l'instant, noter ce film, c'est compliqué, je vais les rester à 7 sur 10, mais c'est un 7 sur 10 évolutif, tu vois. Ça, il faut voir avec le temps. Déjà, en parlant avec toi, tu vois, j'ai tendance à vouloir le monter au moins à 7,5, parce que, en échangeant sur un tel film, tu vois où les choses peuvent aller. C'est pas évident. C'est un film qui est sur la frustration des choses, donc forcément, toi, tu ressors peut-être un peu frustré directement, mais c'est assez fort et glauque, et il y a quelque chose de très humain derrière, enfin, déshumanisé, mais humain quand même. Donc c'est un film à voir. Alors il faut être accroché. Alors c'est un film que
techniquement tout le monde peut voir, mais... Oui, mais pas voir avec sa grand-mère ou lors de dîner de famille. Voilà, ouais, c'est pas voir, non, vaut mieux pas voir ce film en famille, tranquille, non, vaut mieux se l'acquérir, en famille non, mais peut-être avec une personne, voilà, bien avisée, oui. Mais c'est un vrai bon film qui est singulier, donc à voir et à revoir. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Ciné-Mention de Banzai, ex-Cinoche de Banzai. Allez voir sa chaîne, hein, là, ça monte, tu nous prépares de ces choses, là, on n'en dit pas plus. Ah oui, vous allez entrer dans une nouvelle dimension, je pense. Ah, je pense que tu vas aussi venir un jour dans cette dimension, je te ferai montrer ce vaste chemin, cette vaste zone. Avec plaisir, et je sais qu'avec toi, je ne m'y perdrai pas, ou alors, si on s'y perd, ce sera... dans les méandres du cinéma, donc on y reviendra toujours. Oui. En tout cas, merci beaucoup, et puis il n'y a plus que à faire. Beaucoup, mon ami. Le mot de la fin, qui est toujours le même sur ma chaîne, c'est le fameux « À la prochaine !» Ciao.